Ravi d'être avec vous ce matin. Donc, pour parler de l'utilisation de données dans le domaine de la santé, notamment grâce à l'IA. Vous l'avez rappelé, effectivement, euh, à la base, je suis plutôt un spécialiste d'immunologie et de génétique. Et quand j'ai choisi le champ de développement pour ma recherche, en fait, il y a plus de 20 ans, en fait, c'était un endroit où il y avait des données en grand nombre. La toute première présentation que j'ai faite étudiant de licence dans mon laboratoire de recherche, c'était à propos de la génétique. Je dis mais c'est génial, on peut avec des ordinateurs prédire des marqueurs génétiques. Bon, c'est pas extraordinaire, hein. Il y a un marqueur génétique sur un chromosome, il y en a un autre à côté, et puis en faisant des calculs statistiques, on peut prévoir celui qui est au milieu. Aujourd'hui, ça se fait par millions, c'est de l'imputation de données génétiques, mais à l'époque, c'était une quasi-révolution parce que finalement, on substituait une expérience de paillasse finalement à finalement un calcul de probabilité. Aujourd'hui, on appelle ça de l'IA, du big data, mais ce sont des choses qu'on pratique depuis très longtemps, notamment dans la génomique. C'est un des domaines peut-être un peu pionniers, et c'est grâce à ce domaine un peu pionnier que j'ai pu m'intéresser plus largement aux données de santé en grande dimension, et puis des algorithmes qu'on peut appeler l'intelligence artificielle. Comme Stéphanie, je pense que notre rôle d'enseignant et de chercheur public, c'est d'interagir avec le monde du privé. Alors, je suis à la tête d'un service un peu particulier au CHU Nantes qui développe les usages secondaires des données, ce qui me donne l'occasion de mettre à disposition beaucoup de données issues de nos établissements publics avec les conflits d'intérêts potentiels que voici. À nos étudiants en médecine, qui sont peut-être un peu perdus dans cette révolution, je leur dis deux choses. Je leur dis, quelle que soit la définition d'IA, de big data, à laquelle vous allez être confrontés, soyez attentifs à deux choses qui changent profondément et que peut-être parfois, y compris les enseignants que je suis, que nous sommes, ne prennent pas bien tout à fait en considération. Le coût de calcul et le coût d'enregistrement des données s'est complètement effondré. Et donc ça doit forcément modifier non seulement la manière de pratiquer la médecine, Stéphanie nous en a donné beaucoup d'exemples, mais peut-être aussi notre manière d'enseigner. Donc cette idée que par rapport à avant dans les années 80, nos étudiants en médecine aujourd'hui, ils ont accès à du calcul à la demande, on va en prendre quelques exemples, et à des données enregistrées à distance. Donc peut-être même que ça doit changer les compétences que l'on doit susciter et développer chez nos étudiants. Une fois qu'on a dit ça, on peut parler d'intelligence artificielle, on va voir qu'on va en trouver décliné de différentes manières. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être de partir de quelques publications, comme un peu un mini journal club, pour en retirer quelques leçons. Et pour parler d'IA dans la santé, en fait, il faut parler des données de santé, de parler de leur complexité. Là aussi, Stéphanie l'a déjà dit, il y a des données de vie réelle, des données qui sont enregistrées à bas coût dans le feu de l'action du soin, en particulier dans nos établissements de santé. Eh bien, aujourd'hui, on est capable de développer une manière de faciliter l'accès à ces données. Pour ça, il faut les traiter avec du calcul et il faut les mettre en accès. Et donc, en arrivant à Nantes il y a 10 ans tout juste, j'ai créé un nouveau service qui s'appelle la clinique des données, vraiment le fruit d'une réflexion collective à l'échelle de l'établissement, où en fait on a un service qui est spécialisé dans le développement des usages secondaires des données qui sont créées par le soin. Et donc, on va avoir l'occasion de le dire, aujourd'hui ça concerne plus de 3 millions de patients, 100 millions de données textuelles et presque 800 millions de données structurées. Et puis, j'ai fait exactement ce qu'on aurait fait en immunologie, en génétique. J'ai publié notre activité avec nos collègues. Et donc, on a fait cette publication scientifique l'année dernière pour dire, voilà, on a mis en place un entrepôt de données de santé pour faciliter l'accès aux données issues du soin qui n'ont pas été faites pour faire de la recherche. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'on ferait différemment si on devait le refaire avec vous? La première chose que je voulais faire ce matin, c'était peut-être de vous partager les grandes leçons que cette aventure nous ont apprises. Premier élément, c'est la gouvernance des données qui compte, et pas la taille du serveur informatique, le nombre de GPU, l'espace mémoire. Et donc, pour pouvoir mettre en place un entrepôt de données de santé, eh bien, c'est d'abord une gouvernance autour des données.
On est un service qui, très clairement, centralise l'accès à l'information à l'échelle de l'établissement qui en a la responsabilité juridique. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est la première figure de cette publication. On a dit, en fait, c'est finalement assez simple. À l'origine, eh bien, il y a une demande. Ce sont des investigateurs qui ont une demande de données. Ils se posent une question. Et en face de cette question, eh bien, est-ce qu'on va mettre des données issues du soin du CHU de Nantes? Donc, ils posent une question. Cette question, pour des raisons légales et de conformité réglementaire, elle est enregistrée, elle est affichée sur un portail, elle est prise en charge. Elle est prise en charge par une équipe qui se réunit, malgré mes trop nombreuses absences, tous les jeudis matins, de 10h à midi chaque semaine, et qui va examiner les questions, peut-être les accompagner, les faire mûrir, et voir quelles vont être les données que l'on va mettre en face. Ce sont ce qu'on appelle, donc, une personne va être en charge de ce projet, et va mettre à disposition, si c'est le cas, un sous-ensemble de la base de données. Donc, il n'y a jamais accès à toutes les données, même si c'est vraiment une structure pour faciliter l'accès aux données. Et puis, c'est un accès qui est médié par une structure tierce. Et donc, le troisième enjeu, lui, pour le coup, il est en vert ici, il est technique. Comment est-ce qu'on passe d'un dossier de soins, où la donnée doit être disponible, mise en qualité, identifiante pour servir aux soins, à cette donnée retraitée pour qu'elle puisse être utilisable, le plus utilisable possible, dans un contexte de recherche, d'évaluation des soins, et pourquoi pas de pilotage de l'établissement. À la fin, l'alpha et l'oméga de ce système, bien c'est l'investigateur qui pose une question, et qu'il soit du public ou du privé, eh bien ils peuvent avoir accès à ces informations. Donc voilà, ça fonctionne, hein, quasiment 200 projets tous les ans. Dans une petite équipe au Grand Cœur, on a contribué à plus de 150 publications aujourd'hui. Et donc en particulier, les chercheurs de la communauté nantaise eh bien, se connectent sur l'intranet du CHU, déposent sur le portail leur projet de recherche, et puis on va déterminer le niveau d'accompagnement en fonction de leur demande. Pour que ça fonctionne bien, il y a une recette magique. Autour de l'entrepôt de données de santé, en fait, il y a 3 grands métiers. Idéalement, celui de mon service, c'est uniquement la meilleure part, un métier scientifique. Réfléchir à une question, réfléchir aux données que l'on met en face, à leur adéquation, à leur biais, quels sont les modèles mathématiques qui fonctionnent, qu'est-ce qu'on pourrait comparer. Dans un hôpital, il assure la responsabilité légale des données. Il y a une direction de la recherche et de l'innovation. C'est eux qui assurent les financements et puis qui qualifient réglementairement les projets. On a vu que c'était pas forcément très simple. Qu'est-ce qu'une donnée anonyme? Qu'est-ce qu'une donnée identifiante? Quelle est la catégorie du projet que l'on fait? Et pour ça, on a aussi besoin d'un troisième acteur qui est la direction du service informatique ou des services numériques qui vont mettre à notre disposition les moyens informatiques dont on a besoin pour faire cela. Donc c'est un petit peu comme si vous voulez construire une maison, c'est l'hôpital qui s'occupe des finances et du permis de construire, et puis la maîtrise d'œuvre, elle est mise en œuvre par le département informatique dans des conditions parfois un peu difficiles dans nos établissements de santé. Donc je vous le dis, c'est pas une question technique. C'est souvent la première question que j'ai à propos de mais qu'est-ce que vous avez acheté comme serveur pour faire un entrepôt de données? Bon, en fait, où est-ce que ce serveur est hébergé? C'est pas vraiment la question. L'informatique, je vous l'ai mis dans cette diapositive pour que ce soit bien noté, c'est un moyen au service d'une fin. Et donc c'est vraiment d'abord l'ambition de tout un établissement qui compte. Ensuite, ces questions informatiques, elles génèrent nécessairement des questions sociétales. Où est-ce que parce que les patients, finalement, nous font confiance en mettant à notre disposition des données qui les concernent, que nous conservons. Et puis, il y a plein de conséquences épistémologiques autour de ça. C'est des données, elles ont été faites pour le soin, elles sont réutilisées par la recherche. Historiquement, c'est des choses que l'on observait. On a vu avec Stéphanie qu'on pouvait les simuler, les resimuler. Est-ce que ça dépasse le réel? En tout cas, là-dedans, et c'est pour ça que dans votre mois consacré à l'IA en santé, moi j'insiste beaucoup plus sur les données que sur le calcul, et finalement beaucoup plus sur la donnée traitée, mise en qualité, mise en correspondance avec l'usage que l'on veut en faire, plutôt que sur la donnée brute qu'il faudrait conserver dans son état naturel, original, etc. Donc cette réflexion, elle s'insère finalement en disant que, bien,
Il y a les patients qui sont à la racine des données, hein, c'est l'étape de collection des données, en particulier dans le soin. Et puis, cette donnée, il faut quand même la rendre plus visible. Certaines sont connectées à l'entrepôt, d'autres pas, ou pas encore. Elles ont une qualification juridique. Elles vont être mises en exploitation pour certains usages. On peut faire beaucoup de types d'usages différents. En tout cas, pour créer de la valeur à partir des données, il ne s'agit pas simplement d'avoir un patient. Il faut aussi un soignant qui va finalement faire cette observation. Il faut un établissement qui investit, peut-être pas assez, sur la valeur, les gains que l'on peut faire en exploitant les données. Et il faut des informaticiens, des épidémiologistes, des statisticiens, des data scientists, voilà, qui vont vraiment participer à toute cette chaîne de contribution qui permet de faire de la valeur. Alors, quelques autres extraits de la publication, hein. On va figer les chiffres puisque ça augmente, voilà, mais ça donne un petit peu des ordres de grandeur. Pour nous, dans le domaine biomédical, dans le domaine biologique, ça correspond vraiment à une rupture dans la quantité de données disponibles. Hein. Voilà, comme je l'évoquais tout à l'heure, on l'a un peu connu en génétique il y a 25 ans. Finalement, il y a une rupture dans la quantité de marqueurs génétiques que l'on peut étudier, il y a une rupture dans la quantité d'individus que l'on peut observer. Et donc aujourd'hui, hein, c'est 3 millions de patients. On pense que c'est à peu près un patient sur 3, un patient sur 4 qui, l'espace de 10 ans, va venir au moins une fois dans un CHU. Et puis avec des données, c'est vrai que c'est facile de se projeter parce que nous sommes tous des patients potentiels, mais en fait les données qui sont collectées, ce sont des données d'hospitalisation, de consultation, de biologie qui sont réalisées uniquement dans les CHU. Et donc bien, il faut certainement aller regarder un peu plus en détail dans ces entrepôts. C'est ce qu'on a voulu faire avec cette publication, en soulevant le capot pour vous donner quelques chiffres par année. Je souris en regardant ces tableaux parce qu'on a beaucoup débattu en équipe sur quel était le chiffre, les manières de le présenter qui permettaient le mieux de montrer les choses. Alors ce dont je vous ai parlé à l'échelle du CHU de Nantes, en fait, existe aussi de manière coordonnée à l'échelle du Grand Ouest. Et donc on a un peu réconcilié les Pays de la Loire et la Bretagne, et en coordonnant nos efforts à Brest, à Rennes, à Nantes, à Angers, à Tours, puis avec les centres de lutte contre le cancer. Alors, on a un fonctionnement coordonné. Ça ne veut pas dire qu'on a toutes nos données dans un pot commun. Ça, typiquement, en termes de gouvernance, ça ne fonctionnerait pas. En revanche, on est capable, en utilisant la même technologie, beaucoup plus rapidement, d'interroger la spécificité de nos données hospitalières les uns avec les autres. C'est particulièrement utile pour des publications qu'on a fait, par exemple, sur des maladies rares. Tout seul, même avec 3 millions de patients, en fait, on ne peut pas faire grand-chose. Je vous donnerai d'autres exemples. Au fur et à mesure, en fait, cet entrepôt de données de santé, il s'est complété finalement d'une vue peut-être un peu plus large sur les données qui servent à la recherche. Donc, on est bien dans la clinique des données et on a appelé ça notre matrice de gouvernance des données pour dire la chose suivante. Effectivement, on s'est construit autour de l'entrepôt de données issu du soin, mais l'entrepôt de données issu du soin, parfois ne permet pas de répondre à toutes les questions. Et Stéphanie l'a bien dit, c'est pas des données faciles en fait, parce qu'elles n'ont pas été enregistrées pour faire la recherche. Et c'est en fait la première ligne que l'on a retenue dans ce tableau avec 4 cases, c'est l'intentionnalité des données. Est-ce qu'elles ont été enregistrées pour faire de la recherche? Si elles ont été enregistrées dans un souci de réutilisation, effectivement, peut-être qu'elles sont un peu plus conformes aux attentes de qualité de la recherche. Ben là, non. Ce serait même pas légitime d'aller chercher à transformer le soin parce qu'on veut faire de la recherche sur un modèle économique qui est celui du soin. Les données de l'entrepôt de données issues du soin, elles sont enregistrées à cause du soin, elles sont payées par le soin. Et donc elles sont sous la responsabilité du CHU Nantes qui en a confié l'exploitation médiée par le service à notre équipe de la clinique des données. Parfois, les projets, encore une fois, qu'ils soient du privé ou du public, ont besoin de données qu'on appelle du système national des données de santé. Dans notre très beau et grand pays, on a un système centralisé des données de santé. Alors là aussi, hein, c'est même pas des données cliniques, c'est des données médico-administratives de santé. Elles sont générées par notre capacité à peu près homogène sur tout le territoire et dans toute la population à rembourser le soin. Eh bien, ces données, selon des procédures d'accès qui sont un peu facilitées désormais pour les CHU notamment, on dispose d'un accès permanent à ces données. Bien parfois,
en particulier quand les données sont multi-établissements, je vous donne un exemple tout à l'heure, eh bien, on a accès à ces données du SNDS, et puis il y a d'autres sources de données qui sont peut-être plus traditionnelles, à l'international ou à l'intérieur des établissements, qui sont des données de recherche que l'on peut utiliser. À travers ça, ce qu'on a appris finalement, c'est qu'il faut une organisation des données de santé, c'est finalement un accompagnement. Et il faut une organisation qui est aussi centralisée que possible, c'est ce qu'on fait dans l'établissement, c'est ce qu'on fait à l'échelle du CHU, mais aussi décentralisée que nécessaire, c'est-à-dire pour pouvoir comprendre la complexité du lieu de naissance de ces données. Et donc dans notre gouvernance, systématiquement, chaque service dont les données sont mobilisées sont informés, pas pour qu'ils donnent un veto, mais pour qu'ils vérifient la manière dont ces données sont mobilisées pour un usage spécifique. Deuxième leçon, et je passerai peut-être un petit peu plus vite parce que là aussi c'est dans la publication, hein, c'est bien les données et leur interprétation contextuelle qui comptent plus que les algorithmes en eux-mêmes. Donc pour ça, mais il n'y a pas trop le choix, on est obligé de plonger un petit peu dans la complexité de ces données de santé. Et pardon, mais les données de santé, c'est beaucoup plus compliqué que les données générées par l'activité industrielle de quelqu'un qui fait du retail sur Internet. Hein. Donc quand on nous dit, bah oui, mais vous n'arrivez pas à nous recommander un traitement comme Amazon va nous recommander un produit, etc., bah, ça semble une bonne idée, mais en fait, ça marche pas comme ça. Les données de santé, elles sont beaucoup plus compliquées. Hein, et ça se traduit par des centaines d'applications différentes que l'on branche progressivement sur notre entrepôt de données de santé. Voilà quelques exemples ici, des différents logiciels qui sont utilisés pour la cardiologie, pour les constantes anthropométriques, pour les résultats de biologie avec des formats existants ou non, mais qui rendent la tâche extrêmement compliquée. Et ce qui est très important dans un entrepôt de données de santé, c'est bien là où les personnes qui vont finalement brancher, déverser les données dans cet entrepôt de données. Une des choses intéressantes voilà, qu'on a symbolisé sur ce graphique-là, c'est de bien comprendre aussi qu'on a la chance et l'opportunité de voir les données dans le temps. Et ça, on l'a beaucoup moins dans des données de recherche classiques, on l'a un petit peu dans les données du SNDS à travers les données médico-administratives. Mais en tout cas, une des forces de nos entrepôts de données de santé, c'est d'être capable de suivre les patients dans le temps. Je passe peut-être un petit peu plus vite sur voilà, ces questions-là pour montrer peut-être à quel point on s'interroge sur comment ces données sont structurées, puisqu'elles sont structurées par l'activité. En fait, ce sont bien des segments de patients que l'on voit dans l'histoire de leur maladie, peut-être parfois à travers un examen, à travers une consultation, à travers un geste chirurgical. Mais on ne voit pas grand-chose finalement. On n'est pas envahi ou subjugué par trop de données. On en a plutôt pas assez, et parfois il en manque, et on voit un petit peu là sur ces graphiques qui sont les figures supplémentaires de la publication, comment il peut en manquer. Et puis il y a des événements comme la crise Covid qui se traduisent par des modifications d'activité. Avant de passer à la partie suivante, je vais peut-être vous dire à quel point quand on parle de production de données de santé, il y a peut-être un contresens qui peut être fait. Et je m'en étais fait l'écho dans les colonnes du Figaro pour dire que quand on parle de production de données de santé, on a tendance à penser de manière un peu matérialiste, comme si c'était un objet qu'on pourrait utiliser. Et bien, moi, je reprends ce mot de production de données de santé, mais plutôt au sens culturel. Comme si une donnée de santé, c'était une œuvre d'art, un bien culturel. Comme si on produisait de la donnée de santé, comme on produit un opéra ou une pièce de théâtre. Voilà. Donc, une petite analogie. Hein, effectivement, quand on pense, si on fait cette analogie et qu'on pense peut-être un peu moins patrimoine de données, mais comme un bien culturel, eh bien ça va changer votre regard sur la donnée de santé. Je ne vous ferai pas l'injure de chanter ce matin, mais l'hymne à la joie, c'est évidemment une partition pour un orchestre, une symphonie chorale de Beethoven, mais l'hymne que peut-être déjà vous fredonnez dans votre tête, en réalité, c'est un réarrangement de Herbert von Karajan, qui, je crois, m'a-t-on dit, touche encore des droits, ou sa famille, ses ayants droit, touche des droits pour son réarrangement. Et les données de santé, eh bien, c'est un peu la même chose. Et le patient, qui est bien la matière première, il est concerné, il n'y a aucune hésitation là-dessus. Mais la donnée de santé, elle est
le fruit du travail des soignants, des dispositifs médicaux, elle est payée par l'assurance santé, elle est conservée par des établissements, elle est remise en circulation, elle est transformée. Et donc, c'est bien plus un bien culturel qu'un bien matériel. Donc, la vision un peu fixiste, patrimonialiste des données de santé, c'est vraiment une impasse. Et il faut utiliser des métaphores, mais pas celle-ci, parce qu'elle nous conduit à une impasse. Patients et soignants sont co-concernés, co-contributeurs, co-acteurs, co-auteurs de la santé. Aujourd'hui, dans notre gouvernance, on considère quasiment les patients et les soignants au même niveau. Alors, j'ai trouvé un exemple mortel, une autre publication, pour peut-être vous convaincre que la vision fixiste des données, c'est une impasse. C'est encore une publication qu'on a fait en 2022. Donc, j'aurais pu vous faire un petit quiz comme on fait avec les étudiants. Je vous dis, nos patients, hein, on les voit dans la fenêtre où ils sont passés au CHU de Nantes. Un des critères importants pour tous les projets de recherche, c'est est-ce que le patient est vivant, hein, sa mortalité. Nous, on est au courant de son décès, à condition qu'il soit décédé dans l'établissement, hein, ou que dans le dossier de soins, on ait cette information. Et on a fait une opération assez étonnante, qui pourrait interroger la CNIL, puisque, vous ne savez peut-être pas, mais il y a des registres en open de données des personnes décédées, qui sont plus tout à fait des sujets de droit au même titre que les personnes vivantes. Donc il existe des données nominatives, nom, prénom, date de naissance, lieu de décès, date de décès, des Français depuis les années 70. Et donc mon équipe au Grand Cœur s'est mis à faire un appariement nominatif entre les patients du CHU de Nantes qui ont consenti, qui ont été informés à l'existence de données de santé, avec cette liste de personnes décédées. J'aurais voulu vous demander combien vous croyez qu'on a retrouvé de personnes décédées. On avait à l'époque 2 millions de patients dans notre entrepôt de données de santé. C'est marqué en bas à gauche. On en a retrouvé plus de 10%. 200 000 personnes, 200 000 données dont nous ne savions pas qu'ils étaient décédés. Alors ça peut paraître énorme, hein, mais c'est en fait finalement assez classique de ne pas avoir vu les patients décédés dans le CHU. On a fait plein de travaux algorithmiques intéressants, un peu avec des algorithmes enrichis, et on a gagné 10 points de sensibilité en améliorant nos algorithmes. Ça marche moins bien pour les femmes, une fois de plus, ça marche moins bien parce qu'elles ont changé de nom parfois au cours de leur existence. Et ça marche moins bien aussi pour les gens qui sont nés à l'étranger, puisqu'on a du mal actuellement à bien retenir leur classique. Si vous êtes une femme née à l'étranger, on ne saura peut-être pas que vous êtes des c'est mort, comme l'a dit Stéphanie, excellent jeu de mots. Donc voilà, c'est publié, les codes sont publiés, on a fait une validation avec nos collègues de Rennes et de Lille, je te remercie, on a mis le code en accès libre et il est utilisé par plein d'autres collègues. Là aussi, même si j'ai très envie de vous parler des algorithmes, des distances que j'ai découvertes quand on essaie de faire de l'appariement nominatif, ça pose plein de questions sur la gouvernance. Quand est-ce que j'enrichis mes données? Est-ce que j'ai le droit finalement de transformer, de créer une nouvelle variable qui dit statut de la personne, décédée oui non, grâce à l'algorithme qu'on a validé, etc. Du point de vue légal, ça change tout. Ah oui, parce que en fait, chacune des lignes que je vais requalifier comme décédée, en fait, elle change de statut juridique. Ce ne sont plus des sujets de droit au même titre qu'une personne vivante. Voilà. Il y a plein d'éléments techniques sur lesquels on aurait pu passer 2 heures avec un algorithme en open source, et j'encourage tous les étudiants qui nous écoutent éventuellement à améliorer cet algorithme. Il y a place pour l'améliorer. Et puis, je voudrais terminer sur une interrogation de citoyens. Est-ce qu'on n'a pas laissé passer quelque chose en disant, c'est des données qui sont publiques, les données de décès, hein, et entre le tableau en liège de ma mairie à la campagne et puis finalement la capacité à télécharger les noms, prénoms de 15 millions de personnes, il y a une espèce de massification qui accompagne le développement de l'IA, des data. Vous voyez qu'on en revient à cette information, à cette diapositive du début. Qu'est-ce qui a changé? Calcul à la demande et accès à l'information facilité. Je passe sur cette diapo pour des questions de temps, et à cause de Stéphanie, je n'avais pas prévu de vous parler trop de données synthétiques anonymes mises en qualité, mais ce champ, donc c'est un bonus, et donc ce champ des entrepôts de données de santé, ça nous a donné, nous aussi, en fait, l'opportunité de travailler sur ces simulations ultra réalistes de patients, avec un angle et une porte d'entrée très claire. C'est que nous, voilà, on est contraint, depuis le serment d'Hippocrate, à respecter l'intimité des patients, hein,
admis dans l'intimité des foyers, je tairai les secrets qui me seront confiés. Et donc, on a beaucoup réfléchi et commencé à utiliser des méthodes qui nous permettent non pas de recourir aux vraies données potentiellement identifiantes, même si on a enlevé nom, prénom, date de naissance, mais à faire des simulations, comme nous l'a montré Stéphanie, à haute fidélité pour pouvoir finalement créer de la valeur sans avoir besoin de faire courir aucun risque de réidentification aux patients. Et plus les mois et les semaines avancent, plus je suis convaincu que c'est presque même mieux que des données personnelles. C'est aussi une obligation réglementaire, tu l'as dit un petit peu, voilà, il y a beaucoup de réglementations autour des données de santé. Je vous ai repris ici un extrait du référentiel publié par la CNIL à propos des données de santé. Donc si on veut exporter en dehors de l'infrastructure informatique de l'établissement ces données, il faut que les données soient anonymes. Qu'est-ce que ça veut dire anonyme? Il faut respecter les critères du CEPD qui sont en vigueur depuis 2014. On doit le documenter, on doit le démontrer, et le responsable que je suis du service doit valider ce principe. Et donc il faut faire une étude de risque et de réidentification. Donc c'est bien la porte d'entrée, hein, c'est montrer qu'on ne peut pas réidentifier les données. Alors c'est cette question des données synthétiques là, qui se démocratise. Vous avez vu qu'il faut une similarité structurelle, il faut que les données soient les mêmes, hein, avec la même granularité. Donc il ne s'agit pas de faire des agrégats ou des décomptes, mais on a besoin de la granularité individuelle des données. Il faut que cette information elle soit pertinente, il faut qu'on obtienne les mêmes résultats aux fluctuations statistiques près. Puis Stéphanie là aussi nous l'a montré, il faut que l'évaluation soit subjective, il faut que les données soient indiscernables entre, en particulier pour des algorithmes, pour des experts de la donnée. Vous l'avez vu avec ces images simulées de cerveau, qui est vraiment une prouesse hein, de simulation. Nous, la première fois qu'on a utilisé ces technologies, en fait, c'est dans une publication, là aussi, où mes collègues, donc on a étudié les facteurs de risque des ruptures d'anévrisme intracrânien, ce sont des vaisseaux qu'on a dans le cerveau. On a étudié ça chez plus de 2300 patients, que vous voyez ici sous la forme d'une analyse factorielle mixte de données. Et puis, on voulait vraiment partager notre code, s'exposer, être mis en question sur les algorithmes de prédiction que l'on avait produits. Et puis, on a aussi, mais ça, donc on l'a fait, tout est en ligne, mais beaucoup plus difficile pour mettre en accès libre les données. Donc, on donne la recette, mais on n'a pas les ingrédients. Donc, on a mis en ligne des données simulées avec la startup Octopies, où bien, les deux projections là, sont extrêmement similaires. Et donc, immédiatement, on a comparé l'ensemble des analyses qui avaient été faites sur les vraies données avec celles que l'on obtenait sur les données. C'est un papier qui date déjà de 2020. Et puis, en accompagnant cette société, eh bien, on a publié également les propriétés de la méthode en elle-même. Alors cette fois-ci, les données simulées sont en vert et les données originales sont en orange. Et ce que l'on a fait ici, c'est un essai clinique. Donc c'est l'essai clinique historique qui a permis de mettre les trithérapies sur le sida. Et vous avez à droite un jeu de données sur les cancers du sein. Donc on obtient bien, avec ces méthodes de génération de données synthétiques, la même p-value, le même résultat à la question qu'on a posée aux données. C'est vrai également pour d'autres méthodes de données synthétiques qui sont aussi disponibles sous forme de logiciel. Et ce qui est assez frappant, c'est quand on obtient, pour des méthodes, dans un modèle prédictif, les mêmes variables avec les mêmes poids. Ça veut bien dire que ce sont des données qui ont vraiment les mêmes propriétés statistiques. Mais est-ce que c'est les propriétés statistiques qui comptent d'abord? Pas pour moi, pas à la tête de l'entrepôt de données ou en tant que responsable pour sortir ces données. Il faut documenter pourquoi on considère que ces données sont anonymes, pourquoi est-ce qu'on considère que ces données... Alors, dans ce modèle-là, en fait, paradoxalement, on arrive à garder le lien entre l'individu et la simulation qu'on a faite de cet individu. Ce qui permet de documenter pour chaque individu combien d'autres observations sont éventuellement plus proches de lui que la simulation qu'on a fait à partir de lui ou elle. Donc ça fait partie des métriques de sécurité qui permettent de documenter le caractère individuel des données, y compris quand, par hasard, la simulation se retrouve proche de l'individu à l'origine des données. Il faut démontrer que si ça arrive, c'est de manière un peu fortuite. Alors comment est-ce qu'on utilise ça? Eh bien, je reviens plutôt à mes projets de recherche dans le cadre d'un RHU
qui est le projet Primus, dans la sclérose en plaques, eh bien, je ne sais pas si on va appeler ça de l'intelligence artificielle, mais en tout cas, un peu comme dans l'exemple des courbes de croissance, on donne le droit à chacun des patients de regarder leur trajectoire d'évolution à la maladie par rapport à d'autres patients. Et on va utiliser de l'accès à la donnée et du calcul à la demande pour, en fonction des caractéristiques du patient ou de la patiente, dire, eh bien, si on ne vous met pas sous traitement, qu'est-ce qui se passe chez les autres patients qui ont les mêmes caractéristiques que vous à 1 an, à 2 ans? Bon, ben, il y a un peu moins, un peu plus de chances d'avoir des lésions, etc. Qu'est-ce qui se passe si vous êtes chez les patients qui sont sous le traitement? Donc pour ça, on utilise l'ensemble des données des essais cliniques dans la sclérose en plaques et des données de l'Observatoire français de la sclérose en plaques qui nous permettent de faire ce genre de comparaison. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est une version un tout petit peu plus évoluée pour data scientist de ces données. Et pour démontrer qu'on n'est pas obligé d'utiliser les vraies données qui du coup sont réglementées comme telles, eh bien aujourd'hui on va utiliser des données synthétiques anonymes mises en qualité. Anonyme, ça veut dire qu'on a vérifié qu'on ne peut pas documenter le fait qu'on ne puisse pas remonter aux individus. Donc si la CNIL débarque pour vérifier, bien, on lui montrera cette documentation. Et puis, deuxièmement, on les a mis en qualité, c'est-à-dire qu'on a vérifié et éventuellement modifié les données pour qu'elles se conforment à l'usage que l'on en fait. Ici, usage extrêmement intensif, puisqu'on va regarder chaque sous-ensemble possible dans une base de données qui fait de plus de 25 000 patients, de voir si on a bien les mêmes propriétés statistiques que le jeu de données original. On compare ici un jeu de données relativement faible entre les données réelles et les données des patients. Eh bien, est-ce qu'on a bien à peu près les mêmes prédictions? Donc on fait utiliser ça au neurologue, on vérifie les données dans une analyse à grande échelle, et donc on démontre que cela fonctionne bien. C'est un excellent travail fait par Stanislas Demus, donc neurologue et informaticien, et Stéphanie me fait l'amitié et l'honneur d'être dans le jury de sa thèse. Quelques autres exemples, s'il nous reste un petit peu de temps, dites-moi. Ouais, parce que finalement, ce qui compte, c'est vraiment comment une structure comme une clinique des données, un entrepôt de données, permet de développer les usages, et je vous en ai choisi quelques exemples. On en a mis en avant dans la publication. Alors un exemple de sclérose en plaques, hein, c'est une déformation de généticien de la sclérose en plaques. Mais on s'est demandé, c'est un cas intéressant parce que depuis longtemps, on a un observatoire français de la sclérose en plaques, c'est ce qui nous a permis de faire le projet RHU Primus, avec cette projection, donner le droit aux patients de se projeter pour trouver le bon traitement au bon moment, au moment de l'histoire de leur maladie. Eh bien, on s'est demandé si à travers l'entrepôt de données de santé, on ne pouvait pas facilement récupérer les données qu'on a commencé à récupérer grâce à cette initiative de registre de la sclérose en plaques. Eh bien, c'est le cas ici, hein, on a regardé au CHU de Nantes et on a extrait à partir de l'entrepôt de données les informations qu'on récupère sur ces patients, et on compare ensuite la distribution de certaines métriques, notamment un score de sévérité fonctionnelle pour la sclérose en plaques, quand les données viennent de l'entrepôt de données en jaune et quand elles viennent de l'infrastructure nationale en bleu. On a à peu près les mêmes distributions. Donc là, on est typiquement dans un cas où on va utiliser des données qui n'ont pas été faites pour faire la recherche et qui sont sous la responsabilité du CHU de Nantes. Un autre exemple, je vais passer très rapidement dessus, c'est un exemple directement issu de la Covid. Hein. Vous vous souvenez peut-être qu'on a eu plein de types de variants, et c'est un exemple où on va utiliser l'entrepôt de données de santé pour extraire de l'information et regarder l'apparition des variants du virus, qu'on appelait variants de type variant anglais. Donc l'entrepôt de données, il nous donne accès aux documents, il va nous permettre de repérer des mots dans des documents ou dans certains codes d'unité, etc. Et c'est typiquement une information qu'on ne peut pas coder à l'avance. En fait, on ne sait pas quelle mutation va apparaître, on ne sait pas comment elle va être codée par le système de soins, est-ce qu'elle est utilisée à l'intérieur de l'établissement, à l'extérieur de l'établissement. Et donc nous, on va repérer cette information de manière transversale. Je trouve c'est intéressant de regarder ce type de graphique. Ça, c'est la cinétique d'apparition à travers la requête que l'on va faire dans l'entrepôt de données de santé du CHU de Nantes. C'est la cinétique d'apparition de ce variant anglais dans notre établissement. C'est un niveau de preuve finalement très local. Et puis, pour insister sur la nature transversale à l'établissement de ces entrepôts de données de santé,
Les médecins sont très bons, hein, ils connaissent très bien leur activité, ils ont souvent une connaissance assez fine. C'est beaucoup plus difficile d'avoir une vision panoramique de l'établissement. Et donc là, on va voir où sont ces patients atteints de ce virus avec le variant anglais, eh bien, aux urgences, en réanimation chirurgicale, etc., en réanimation. Donc, on a aussi, à travers ces entrepôts, vraiment une vision panoramique à l'intérieur de l'établissement. C'est particulièrement intéressant. Je voudrais prendre un autre exemple. C'est une publication qu'on a fait dans la revue Nature Immunology avec mon collègue professeur Antoine Roquilly. C'est un exemple qui marque, à mon avis, un changement d'air. Donc, c'est un projet qu'on a appelé BRIGHT. À la base, hein, c'est une évaluation du risque de survenue du cancer ou de maladies auto-immunes chez des patients qui sont passés dans un service de réanimation. Et l'équipe du professeur Roquilly, vous avez la copie du papier ici, a une hypothèse intéressante. Il pense qu'il y a certains mécanismes immunologiques qui, liés à une infection, quand le patient est extrêmement sévère et passe en réanimation, vont en fait avoir des conséquences à moyen et long terme sur sa capacité à se défendre. Donc, le capital immunologique, si vous me permettez, est un peu modifié par une infection sévère et ce qu'on appelle un sepsis en réanimation. Donc, s'il a raison, si c'est vrai, avant de se lancer dans plein d'expériences chez le rat, chez la souris, etc., si c'est vrai, alors, dans les données du système national de santé, toutes choses égales par ailleurs, vous allez voir que c'est pas facile de savoir ce que ça veut dire, toutes choses égales par ailleurs, entre les patients qui ont fait ce fameux type d'infection et ceux qui ne l'ont pas fait, s'ils survivent à leur passage en réanimation, on devrait à 5 ans, 10 ans, voir des différences dans la survenue de cancer. C'est l'étude que l'on a conduite, qui est typiquement une illustration de l'utilisation de cette puissance des données massives comme celle du SNDS. Vous voyez que c'est une étude un peu nouvelle. Hein. On est parti de 6 millions d'individus. Même en génétique, on a du mal à faire des tailles d'échantillons comme ça. C'est aussi un vrai renversement de perspective. Dans toute ma formation d'épidémiologiste, de biostatisticien, on m'a expliqué qu'il fallait que je calcule la puissance de l'étude, que j'avais pas beaucoup d'observations, il fallait que ce soit de bonne qualité, etc. Là, j'ai presque le problème inverse. J'ai presque trop. Je vais détecter des différences très faibles dont je vais avoir du mal à interpréter. C'est aussi une question, est-ce que je suis en train d'estimer l'incidence? Non, je ne suis pas en train d'estimer, je suis en train de comparer deux groupes. Donc il faut que ces groupes soient comparables. Et puis on est vraiment dans un cas particulier là où notre question, c'est bien de faire une comparaison qui va nous permettre de lancer une étude chez l'animal ou une étude d'immunologie. Et donc dans ce travail-là, on est parti de 6 millions d'individus, on en a gardé un peu moins de 4, on a fait des sous-groupes, et on a fait plein de méthodes statistiques différentes pour être sûr que la différence que l'on observait, elle était bien due à l'infection et pas à autre chose. Pas à la manière au mode de prise en charge de l'établissement, pas au sexe, pas aux habitudes tabagiques, pas aux habitudes d'alcool, etc. Pas à la mode de prise en charge des patients dans certains centres. Et une des figures de départ de cet article d'immunologie, eh bien, ce sont des figures d'épidémiologie ou de comparaison de groupes où l'on voit qu'il y a moins de taux de cancer dans le groupe des patients qui ont fait un sepsis par rapport à ceux qui ont fait des infections comparables. Et bien, on peut le voir également dans différents types de cancers avec différentes forces d'effet. Donc, ce qui est passionnant dans cet exemple, c'est qu'on a finalement réconcilié une approche en population, qui est celle de l'épidémiologie et de la santé publique, et puis, puisque sur la base de ces observations en population, on a fait des expériences chez le rat, où on a étudié les conséquences d'une infection sévère sur le système immunologique avec des bouches de moyens immunologiques et génomiques. Et on a finalement deux approches, hein, les deux jambes de cette étude sont vraiment là pour nous montrer à quel point il est possible de créer de la valeur jusque dans les expériences que l'on fait à la paillasse à partir de l'analyse de ces données en grande dimension. Donc pour conclure, d'avoir eu beaucoup de chance d'avoir pu mener ce projet d'entrepôt de données de santé, finalement en cohérence avec une trajectoire d'enseignants et de chercheurs. Nos CHU, là, sur un territoire, sont des carrefours des données.
hein, les patients y passent. Et donc, il faut trouver les bons modes d'articulation entre des modes d'accès nationaux, tels que ceux du SNDS, et puis l'accompagnement local des investigateurs. On a mis en place un circuit d'information individuel, systématisé pour chacun des patients de l'établissement. On a probablement besoin de la médiation d'un tiers expert. C'est la manière dont fonctionne le service. Hein. Les données, elles ne parlent pas d'elles-mêmes. Une de nos leitmotifs, c'est aussi de dire jamais seul face aux données. On ne reste pas seul. On a un fonctionnement en équipe. C'est un enjeu de transformation. C'est un peu une nouvelle épidémiologie. Hein. On n'avait pas l'habitude de travailler avec des millions de données. Comment est-ce qu'on s'assure qu'il n'y a pas de biais? Ces données de vie réelle, finalement, Stéphanie l'a très bien dit également, elles requièrent plus de méthodes, plus d'interrogations. L'économie que peut-être on a fait en ne mettant pas au point un protocole pour recueillir des données, parce que les données sont là, eh bien on ne fera pas cette économie, elle est de toute façon à faire et peut-être de manière encore plus prudente en multipliant les analyses. Et puis c'est enfin un réservoir d'innovation, j'allais dire quasiment sans fin. D'abord organisationnel. C'est une transformation de l'organisation de nos établissements. Et au sein de notre région Grand Ouest, eh bien, on a des organisations différentes qui sont pertinentes dans un centre et qui ne le sont pas dans d'autres. C'est aussi un réservoir d'innovation technologique. Le développement d'algorithmes de traitement automatique du langage, puisqu'on a ces 100 millions de documents textuels qui sont nouvellement disponibles, eh bien, ça nous a permis aussi de développer de nouvelles recherches. Un exemple que j'ai pris avec vous ce matin, c'est celui du développement de ces données synthétiques. Je fais le pari que ces données synthétiques, eh bien, elles sont le futur du partage des données. Il y a plein d'autres techniques qui sont très intéressantes également, qui répondent peut-être à des questions légèrement différentes, comme les distributions ou l'apprentissage fédéré ou des questions de chiffrement. Et ça permet aussi d'envisager un futur de la gouvernance de nos établissements de santé, où la donnée, et peut-être la donnée originaire de plusieurs établissements, va prendre un rôle croissant. Et sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention.